Donc je vais donc tout de suite pour cette première partie donc de l'après-midi céder la parole à Mark Smith, qui est professeur de paléographie à l'École des Chartes, qui a été mon professeur. Pour parler de ce qu'évoquait d'ailleurs Olivier Poncet dans son propos introductif, mais aussi Yves-Marie Mercé, c'est-à-dire en fait cette discipline, cet enseignement, avec un titre au fond extrêmement simple, de la paléographie à l'École des Chartes. Donc Marc, je te laisse allumer le micro. Est-ce que... Voilà, c'est parfait. C'est donc à toi. Très bien, merci. Je me réjouis de ce colloque où j'espère, comme disait Olivier, que nous allons tous en apprendre beaucoup, j'en suis sûr. J'espère vous apprendre quelque chose, vous me direz si c'est le cas. Dans l'illustration d'une école des chartes inattendue, donc, qui est notre thème, la paléographie peut sembler un sujet pour le moins inattendu. Si l'on cherche des éclairages paradoxaux sur l'école, c'est ici à première vue un paradoxe dans le paradoxe. Quoi de plus attendu? La paléographie, une des disciplines fondamentales, donc dès la création de l'école, est partout, en haut de la fiche des cours, obligatoire dans toutes les années, du moins tant que les années étaient au nombre de 3, envahissante dans l'emploi du temps des élèves, je n'ose dire qu'elle hante jusqu'à leur cauchemar, et inscrite sur leur diplôme d'archiviste paléographe. Elle est, avec le latin, la discipline qui définit dans l'imagination du public l'identité sociale des diplômés, des savants donc capables de lire sans sourciller des grimoires et des parchemins impénétrables pour le commun des mortels. Elle appartient aussi aux disciplines que viennent chercher à l'école en priorité les jeunes chercheurs, comme les moins jeunes généalogistes ou historiens amateurs, ou encore des agents du patrimoine qui, dans des fonctions diverses, en ont soudain le besoin. On se rend compte tout de suite qu'on ne sait pas lire, alors qu'on se rend compte peut-être plus tard, avec plus d'expérience, qu'on ignore l'histoire du droit ou la diplomatique. Si bien que les cours autrefois suivis par les élèves comme par les auditeurs ont été démultipliés ces dernières années, en cours du soir comme en stage de formation continue. Pourtant, la quasi-consubstantialité supposée de l'établissement et de la discipline est beaucoup moins pure et simple dès qu'on y regarde de plus près. Si l'ombre de la paléographie s'étend aussi largement sur l'école, son histoire, son cursus, son prestige, il est rare qu'un chartiste se consacre plus particulièrement à la paléographie comme objet d'étude, à l'histoire de l'écriture, donc ni dans sa thèse, ni dans sa carrière ultérieure. Même à l'École des Chartes, un des rares lieux en France où l'on s'efforce de soutenir que la paléographie est une science historique au même titre et au même rang que les autres, en fin de compte, elle reste essentiellement mise en œuvre comme savoir-faire, comme discipline auxiliaire de l'histoire et des autres disciplines auxiliaires ou anciennement auxiliaires. L'enseignement même est conçu pour des historiens et des philologues d'abord, qui devront, dès que possible, dépouiller des fonds d'archives et éditer des textes, et plus tard, devenus conservateurs, expertiser, cataloguer, inventorier. Discipline maîtresse, donc, mais toujours servante des servantes, plus ou moins affranchies, de l'histoire. Et il y a dans cette formule une fausse modestie qui ne vous aura pas échappé. C'est ce qui distingue la paléographie au fond de Dieu, n'est-ce pas? Sa circonférence est partout et son centre nulle part. En réalité, sa circonférence même, telle qu'elle est dessinée à l'école, n'est que partielle. L'initiation des élèves cherche à couvrir l'essentiel des besoins pratiques en insistant sur les écritures les plus difficiles, et Dieu sait que les françaises sont parmi les plus difficiles qui soient, surtout entre l'explosion des formes de l'écriture au XIIIe siècle et leur mise au pas à travers l'uniformisation des modèles imposée en 1633 par le Parlement de Paris, en réponse à l'illisibilité dont se plaignaient déjà les contemporains eux-mêmes. De ce fait, nous laissons largement de côté des pans de l'histoire de l'écriture représentant des masses de livres et de documents, par exemple les écritures formelles des livres liturgiques au profit des traités scolastiques hérissés d'abréviations, et nous négligeons les belles écritures italiques de la Renaissance pour les cursifs gothiques des actes judiciaires ou notariaux. Parmi celles-ci, enfin, à la fréquentation des grosses, nous préférons celle des minutes débridées. Enfin, nous interrompons cette histoire vers l'époque où le Parlement de Paris, tant bien que mal, était parvenu à y mettre un peu d'ordre. Le principe de ce choix, donc, vous le voyez, que qui peut le plus peut le moins, et les élèves ont l'occasion de constater, je l'espère, que le tout venant des écrits anciens qu'ils rencontrent dans leurs travaux
et ensuite dans leur carrière, leur résistent désormais moins que ceux avec quoi on les a tourmentés jusque-là. L'essentiel en paléographie comme ailleurs n'est pas d'avoir tout étudié, mais de comprendre les principes qui peuvent s'appliquer aux matériaux les plus variés. La paléographie est ou voudrait être une palestre de la méthode chartiste où se croisent toutes les disciplines. Il faut lire d'abord ce que l'on voit, sans préjuger des mots, mais on ne lit bien que ce que l'on comprend. Et cette compréhension repose sur l'ensemble des disciplines de l'école. Il faut être historien et philologue pour être paléographe. La force des chartistes en paléographie, au fond, ne tient pas qu'à leur capacité d'analyser les pattes de mouche, mais à leur double qualité, donc, d'historien et de philologue. La paléographie, dans son acception la plus large, se confond avec la critique. La réputation internationale de l'école dans le monde des spécialistes de paléographie, c'est peut-être le plus inattendu, ne tient finalement que peu à des travaux spécialisés réalisés au sein même de l'école. Mais les chartistes, en la quittant, sont des paléographes en puissance, et ce gène latent, comme d'autres qu'ils ont reçus, s'est souvent exprimé en fonction de l'orientation, parfois inopinée, de leurs carrières ultérieures. Il s'est manifesté chez des conservateurs d'archives ou de bibliothèques, bien sûr, notamment la Bibliothèque nationale, mais plus nettement peut-être dans 3 institutions de recherche spécialisées au destin étroitement liés. À l'École pratique des hautes études, fondée en 1868, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, fondé en 1937, seul laboratoire du CNRS, on le sait, doté d'une section de paléographie latine, et enfin à l'École des Chartes elle-même, par le retour à la case départ d'anciens élèves comme professeurs. Ceux qui parviennent à ces postes, pour la plupart, n'y étaient pas prédestinés par leur thèse d'école ou leurs premiers travaux, comme on le verra par quelques noms que je citerai. Le PHE, par exemple, depuis 1927, a eu 4 directeurs d'études successifs, sans compter divers chargés de conférences, tous chartistes et tous anciens conservateurs. Ces parcours donc, tiennent à la place unique de l'école dans le paysage universitaire français, d'où la paléographie est largement absente, déjà au XIXe siècle. D'abord négligée par une conception longtemps, disons, rhétorique de l'histoire, ensuite un peu rachetée à l'époque du positivisme, puis méprisée dans les années du structuralisme et des grandes enquêtes économiques et sociales. Elle a été la victime aussi, sans doute, d'un cercle vicieux dont l'existence même de l'école est en partie la cause, dirais-je. L'université, même positiviste, a considéré que les sciences auxiliaires étaient d'abord l'affaire des chartistes. Aujourd'hui encore, la paléographie est souvent enseignée à l'université, quand elle l'est, par des conservateurs du lieu. Conséquence, il n'y a jamais eu de filière académique pour devenir professeur de paléographie, ni à l'université, ni même à l'école. Et cela aussi explique sans doute la rareté des thèses qui ne mèneraient à aucune carrière. Cette situation française, à son tour, est unique dans le paysage international. Il y a une grande différence avec les pays voisins qui ont des chaires plus ou moins nombreuses dans les universités. Aujourd'hui, peut-être moins nombreuses qu'autrefois, alors même que la demande va croissant, notamment sous l'effet de la numérisation du patrimoine écrit qui nourrit le développement des humanités numériques en français comme à l'étranger, mais c'est un autre problème. Je voudrais dire quelques mots donc des profils et des spécialités de recherche des figures principales de cette histoire, en distinguant 2 périodes principales, avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, disons la seconde, soyons optimistes. À l'École des Chartes, dès l'origine, ce sont des conservateurs en exercice qui ont enseigné, des conservateurs essentiellement des Archives nationales, jusqu'en 1897, date à laquelle le cumul des fonctions a été interdit. 97, donc la date de la mort de Léon Gautier. Les professeurs de ce premier siècle, il faut le dire, n'ont laissé à peu près aucune trace dans l'histoire de la paléographie. Et leur nom ne dirait pas grand-chose à la plupart des paléographes, à part Champollion Figeac comme éditeur de facsimilés lithographiques financé par l'école mais peu lié à son enseignement, le lui a suffisamment reproché. Et la séparation s'est faite très progressivement entre la paléographie et la diplomatique. C'est un autre aspect. Les cours étaient donnés sur les mêmes documents, semble-t-il, en tout cas par les mêmes conservateurs, dans les premières décennies. Et je peux citer les noms de ces conservateurs, que vous connaîtrez parfois pour d'autres aspects de leur carrière, mais moins pour leur œuvre de paléographe. Joseph-Nicolas Bavillier, donc garde des archives du Royaume, l'abbé Lépine, Champollion Figeac, donc Benjamin Guérard, Léon Lacabane, Léon Gautier
et Élie Berger. Léon Gauthier, plus connu comme historien de la chevalerie, que pour son livret « Quelques mots sur la paléographie », où il proclame notamment « La paléographie a sauvé des âmes », cela en démasquant les falsifications de l'histoire religieuse par les protestants. Il publiait aussi sous le pseudonyme de Christian de France, voilà, ce qui dit tout de son idéologie, disons. Le nom dont on se souvient pour cette époque, finalement, le savant qu'on lit encore, et pas seulement pour la paléographie, c'est Léopold de Lille, attaché à l'école par des liens multiples, président du conseil de perfectionnement, mais toujours resté bibliothécaire, et dont on peut rappeler que la thèse, à l'origine, portait sur les paysans de Normandie au Moyen-Âge, donc tout à fait autre chose que la paléographie. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les professeurs de paléographie, anciens archivistes, donc, ont continué à regarder souvent vers la diplomatique, et parfois inversement. Il reste aussi éditeur de textes. Ainsi, Maurice Proux, dont la thèse portait sur les coutumes de l'Oris au XIIe et XIIIe siècle, était l'auteur d'un manuel de paléographie, paru d'abord en 1889, et se retrouve à l'école comme professeur de diplomatique en 1899. Alain de Boire, dont la thèse portait sur la diplomatique notariale, est professeur de paléographie en 1923. Il refond aussitôt le manuel de Proux, peut-être était-ce un travail déjà en cours en prévision de sa candidature, mais ensuite se consacre à la diplomatique et publie notamment un manuel de diplomatique de volume 1929 et 1948. Dans sa nécrologie, par Clovis Brunel en 1955, il est dit, justement, « La paléographie fut chez notre confrère un moyen plus souvent qu'un objet ». Et cette phrase donc pourrait se généraliser très largement. À la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe, finalement, c'est plutôt du côté de l'école pratique des hautes études qu'il faut regarder pour trouver des chartistes véritablement consacrés à la paléographie, pour trouver de véritables paléographes, disons, d'abord un non-chartiste, précisément, Émile Châtelain, connu pour sa paléographie des classiques, et puis de 1927 à 1949, Charles Samaran, dont la thèse portait, on le sait, sur la maison d'Armagnac au XVe siècle, et qui était archiviste depuis un quart de siècle avant son élection à l'EPHE, ce qui lui avait donné l'occasion d'étendre largement son expérience et ses curiosités. Le grand changement s'opère donc au milieu du XXe siècle par une combinaison de facteurs qui est en bonne partie extérieure à l'école. C'est d'abord la rencontre de trois chartistes. Ça, c'est un préambule, ça reste très lié à l'école. Jean Malon, promotion 1926, thèse sur le port de Honfleur, 13e, 15e. Charles Perrat, 1926 également, sur les institutions municipales de Lyon au XVe siècle. Et Robert Maréchal, 1927, sur le livre de Sidrac en provençal. Tous trois, non pas encore paléographes, mais jeunes archivistes aux archives nationales. Là-dessus, l'exposition universelle de 1937, ça c'est l'inattendu. L'exposition internationale, donc des arts et techniques dans la vie moderne. À cette occasion, la fonderie typographique de Berny et Peignot présente un nouveau caractère conçu par le grand graphiste Cassandre, caractère révolutionnaire et en même temps enraciné dans l'histoire de l'écriture, caractère dénommé le Peignot, unoncial pour le XXe siècle. Le jeune fils de Peignot, ami d'enfance de Malon, lui demande alors, comme chartiste, d'écrire un petit film publicitaire, moins de 10 minutes, intitulé « La lettre », une histoire de l'écriture dont le nouveau caractère, donc le Peignot, sera le point d'orgue, la fin de l'histoire de l'écriture. Et le médium devient alors le message. Ce premier traitement de l'écriture en images animées fait soudain découvrir à Malon la place fondamentale du mouvement, du geste graphique, du ductus dans l'évolution des formes de l'alphabet. La conséquence éditoriale, presque immédiate, 1939, c'est la publication par Malon, Perrat et Maréchal, tous trois, d'un recueil de facsimilés, l'écriture latine, de la capitale romaine à la minuscule, 54 planches, reproduisant 85 originaux, premier essai général donc sur la genèse des formes de l'écriture d'après le principe de la généalogie des gestes plutôt que des formes. Et là-dessus, la guerre, qui bouleverse les destins, celui de Malon surtout, libéré en 1942 de son off-lag pour travailler d'abord à la bibliothèque de Berlin. Il y retrouve Maréchal, déjà occupé à étudier les papyrus. Puis les suites de la guerre. Malon, compromis avec l'Allemagne bien au-delà de l'étude des papyrus, doit s'exiler pendant des années à Madrid, puis en Algérie.
Il y élargit sa connaissance des écritures, notamment aux inscriptions d'Afrique du Nord et d'Espagne. Et en 1952, publie, à Madrid toujours, le livre qui révolutionne les perspectives de l'histoire de l'écriture, la paléographie romaine, qui explicite donc pour les savants du monde entier le rôle essentiel du ductus dans l'évolution de l'écriture. Quand Malon rentre en France, il retrouve ses deux camarades installés dans les deux chaires parisiennes, Maréchal à l'EPHE depuis 1949, Perrat à l'École des Chartes depuis 1953. Mais il faut préciser que Perrat était déjà à l'école depuis 1937 comme professeur d'histoire des institutions. Et là, on a un cas exceptionnel de conversion à l'intérieur de l'école, de changement de chaire en fonction de l'évolution des intérêts du titulaire. Tous trois continueront de travailler particulièrement sur les écritures des premiers siècles. Et sur leur conception commune, c'est Malon qui a le dernier mot, dernier mot synthétique, en 1976, avec un deuxième film, Ductus, 20 minutes, un chef-d'œuvre du cinéma, n'est-ce pas? J'espère que tu es d'accord. Du cinéma et de la méthode paléographique, même si ces conclusions, dans le détail, prêtent à discussion, mais c'est une autre affaire. Il faut noter aussi que les travaux de ces trois auteurs sont cités et éventuellement critiqués, donc notamment en Italie, sous l'étiquette de l'école française de paléographie, les travaux de l'école française. En réalité, 3 noms, face au bataillon de paléographes sortis notamment de l'université italienne. Le deuxième événement du milieu du siècle, c'est la fondation du Comité international de paléographie latine, selon son nom actuel, d'abord sous le nom de Comité du colloque international de paléographie, pour le colloque donc qui s'est tenu en 1953. Et dans cette première instance internationale, la France a tenu dès lors un rang éminent, par le rôle des Français dans l'initiative qui a donné naissance à cet organisme, notamment le rôle de Charles Samaran, puis par le rôle que les Français ont joué dans l'animation et les travaux du comité jusqu'à nos jours, et par le nombre également des Français qui y ont été élus. On y trouve donc les professeurs de nos deux écoles, des chercheurs de l'IRHT et des conservateurs de manuscrits, plus que d'archives, il faut le dire, et on peut le regretter. Et c'est peut-être le meilleur indice de la réputation des chartistes en la matière hors de nos frontières. Les chaires donc, de l'école des chartes et de l'école pratique des hautes études dans la seconde moitié du XXe siècle accueillent à nouveau d'anciens conservateurs, avec un renouvellement au début des années 1970, où l'on note quand même une inflexion, disons, des profils un peu plus spécialisés. À l'école des chartes en 1970, c'est Emmanuel Poul qui sera donc le titulaire de la chaire jusqu'en 1995, spécialiste d'astronomie médiévale, mais qui a publié aussi, là aussi on sent la préparation du dossier en vue d'une succession qui se profile, auteur donc en 1966 d'un recueil Paléographie des écritures cursives 15e, 17e siècle. Il a été suivi entre 1995 et 1998 par Marie-Clotilde Hubert, ancien conservateur de la Bibliothèque nationale et longtemps chargé à l'école des travaux dirigés de paléographie des livres. Et enfin, depuis 1998, par moi-même, après quelques années aux Archives nationales, mais aussi comme premier dans cette histoire avec une thèse d'histoire moderne. Ce qui, j'espère, n'est pas un scandale et qui reflète, comme déjà la nomination de l'élection de Marie-Clotilde Hubert, l'évolution du contenu de l'enseignement, dont je dirai quelques mots un peu plus loin. À l'école pratique des hautes études, en 1974, c'est Jean Vezin, jusqu'en 1998, auteur d'une thèse, alors lui, sur les scriptoria d'Angers au XIe siècle, donc lui était tout à fait dès le départ dans le profil, conservateur de bibliothèque entre-temps à la Bibliothèque nationale, mais en même temps ambidextre, à la fois éditeur de chartes et grand spécialiste de reliure, donc faisant l'écart entre les documents et les livres tout au long de sa carrière. Et enfin, en 2013, moi-même, à nouveau, à la faveur de l'expérience déjà acquise dans la chaire de l'école des chartes, et ce cumul école des chartes PHE en soi n'est pas une nouveauté, il s'était déjà produit au moins en philologie précédemment. Enfin, l'Institut de recherche et d'histoire des textes a longtemps recruté directement à la sortie de l'école, notamment des chartistes éditeurs de textes pour des postes d'ingénieurs. On peut noter comme exception le cas de Françoise Gaspari, promotion 61, qui avait produit à l'école une thèse sur l'écriture des actes royaux au XIIe siècle. Et les dernières décennies, on peut le dire, ont été celles surtout de Denis Muserel, promotion 1969, très récemment disparu, très regretté, éditeur de Flodoard à l'école, qui a marqué aussi bien la paléographie que la codicologie,
par la finesse de son sens de l'observation, par sa curiosité et son imagination jamais en repos, par son esprit mathématique aussi, ses approches pionnières en termes quantitatifs, computationnels, voire de géométrie appliquée à la formation des traits par le bec de la plume. Dans les derniers recrutements, là aussi, on note une inflexion qui est peut-être liée aussi au plus grand formalisme des procédures de recrutement du CNRS. On demande des spécialistes. Les derniers recrutés, donc parmi les derniers recrutés, Dominique Stutzmann à la section de paléographie et Maria Gurado à la section latine, ont fait des thèses d'école ou de doctorat et ensuite des travaux qui touchent directement à la paléographie et qui s'étendent désormais fortement vers la paléographie numérique. Quelques mots enfin sur l'évolution de l'enseignement, à laquelle j'ai fait allusion, et Olivier également tout à l'heure. Cette évolution reflète en partie l'évolution de la paléographie, mais plutôt celle de l'historiographie, et plus généralement des périodes prises en compte, disons, dans les cursus de l'école. La méthode paléographique, on le sait, peut s'étendre donc à tout ce qui a été écrit, des origines à nos jours, et les 3 syllabes, paléo, dans notre désignation, au fond bancale, ne devraient pas être un obstacle à penser la longue durée. On aimerait parfois mieux dire même graphologie historique, si le terme de graphologie n'était pas déjà préempté par une pseudo-science dont il importe de se distinguer. J'ai suivi avant-hier, par la magie de Zoom, une conférence de notre collègue anglais David Rundle, The Long Reach of Paleography, qui plaidait pour une extension sans limite de la discipline. Donc nous sommes beaucoup à être d'accord là-dessus, et c'est Jean Malon sans doute qui a dit le mieux que personne, combien il a importé d'abattre les barrières académiques, chronologiques et typologiques pour comprendre l'écriture dans toutes ses dimensions. Nous connaissons le contenu des cours par des sources diverses, plus ou moins riches selon les époques. L'affiche des cours, depuis 1848, plus explicite dans les premières, où on mentionne la lecture des chartes, des monnaies, des sceaux, etc., puis réduite à la sèche mention paléographie. Notes de cours, rarement avant le XXe siècle, également les sujets d'examen publiés dans la bibliothèque de l'école des Chartes, et surtout la collection de facsimilés. Depuis les chartes mérovingiennes de Champollion-Figeac, donc d'intérêt pédagogique limité, on a produit dans les 150 années suivantes pas moins de 2000 facsimilés imprimés, lithographiés puis en héliogravure et d'autres procédés, choisis spécialement pour les besoins des cours, et on pourrait affiner la chronologie des intérêts successifs des enseignants d'après la succession des impressions. Cette collection est sans doute unique au monde aujourd'hui, collection dans son genre, donc de facsimilés produits à des fins pédagogiques, unique par l'ampleur et la variété typologique, des papyrus romains jusqu'à la typographie des incunables. Et l'histoire de cette collection a été écrite très en détail par Emmanuel Poul. L'enseignement de la paléographie, en effet, était à inventer en 1821. Nous aimerions savoir comment étaient formés les jeunes savants bénédictins, peut-être bien sur les planches gravées en 1681 pour Don Jean Mabillon. Les premières traces d'un enseignement de paléographie n'appartiennent d'ailleurs pas tant à l'histoire de l'érudition qu'à celle des maîtres écrivains de Paris, à qui François-Nicolas Bédigy, autodidacte en la matière, il se vante d'avoir appris tout seul et d'être devenu à l'âge de 10 ans archiviste de la seigneurie locale, commentait dans les années 1770 et 1780 des chartes originales pour apprendre à ses confrères comment expertiser les documents anciens devant les tribunaux. Au XIXe siècle, les premiers chartistes ont travaillé sur des originaux des archives nationales, extraits sans aucune méthode des collections et jamais rangés depuis, qui forment donc des cahiers paléographiques classés à part aux archives, et qui contiennent surtout des documents des XIIe, XVIIe siècles. On allait quand même déjà jusqu'à l'époque moderne. À la Bibliothèque nationale, Bibliothèque royale, et puis nationale, etc., les procédés étaient sans doute semblables, mais on n'a pas dépecé les manuscrits, ils sont revenus sur les rayons et on ne sait pas très bien ce qu'on regardait. En tout cas, il semble que les documents aient été longtemps prédominants par rapport aux livres, surtout pour les écritures à partir de l'époque gothique. C'est aussi vrai dans les facsimilés imprimés par la suite. Le monopole des postes de conservateur d'archives, le brevet d'archiviste paléographe, tel qu'il s'appelait en 1829, puis le diplôme du même nom depuis 1948, ainsi que l'implantation durable aux archives nationales jusqu'en 1897, déterminaient manifestement l'orientation générale vers les actes et les documents. Au-delà de l'apprentissage de la déchiffrature, comme on disait à l'origine, le changement au XXe siècle est arrivé par les perspectives qu'ouvraient Jean Malon et ses amis, dans la méthode plutôt que dans l'objet spécifique. Si l'enseignement de Charles Perrat ouvrait aux élèves les voies du ductus, il ne pouvait évidemment être question pour lui
contrairement à Maréchal, plus libre de son programme, de s'étendre longuement sur l'écriture romaine. Le plus vigoureux remodelage des cours a été l'œuvre d'Emmanuel Poul dans 2 directions, bien reflétée également dans la collection des facsimilés, autant que dans l'organisation des leçons. Comme spécialiste des manuscrits médiévaux parmi les plus techniques, donc l'astronomie, il a fait une place à part aux travaux dirigés de Libraria, donc aux manuscrits scolastiques les plus ardus des XIIIe, XIVe et XVe siècles, et comme archiviste passionné par les écritures les plus cursives, et là je pense qu'on trouve aussi la trace, je ne vais pas faire de psychohistoire, mais la trace d'Emmanuel Poul, l'homme pressé, l'homme rapide, il aimait tout ce qui courait. Les écritures les plus cursives, donc, il a mis fortement l'accent sur la période moderne dans un cours spécifique. Il a ainsi produit environ 150 facsimilés imprimés supplémentaires, plus des microfilms pour quelques 5000 vues, dont 10% de Libraria en gros, et 90% d'écriture documentaire, sans compter les facsimilés réservés aux examens, désormais numériques, qui ont récemment franchi le cap des 300 numéros. Le recueil qu'il avait publié donc en 1966, consacré à la cursivité extrême, reste un modèle du genre, non seulement par le choix des planches et la perfection des transcriptions, bien sûr, mais par l'explication des formes à travers une analyse toute malonienne du ductus. Cette perspective constante dans ses travaux ultérieurs était aussi à la base de son enseignement, qui s'est ouvert tous les ans à partir de 1976 par Ductus, le film de Malon, sur un gros et assez bruyant projecteur 16 mm, et tradition qui se poursuit donc aujourd'hui encore sous forme numérique. L'articulation des cours aujourd'hui également reste liée à cette organisation, à ceci près qu'elle a été adaptée à la place inégale désormais du latin dans les 2 filières actuelles, en distinguant les cours de paléographie latine et française plutôt que médiévale et moderne. Il reste que le panorama de la paléographie à l'école, comme je l'ai dit au début, est partiel, déterminé par les besoins des chartistes, comme chercheurs puis comme conservateurs, et de ce fait l'étendue potentielle de la discipline, de la méthode surtout, échappe en partie à la perception qu'on peut en avoir de l'intérieur de ces murs. On s'en rend compte en sortant. En abordant pour sa thèse ou plus tard des documents en d'autres langues, voire en d'autres écritures, j'ai le souvenir de l'émerveillement de voir les cursives italiennes de la Renaissance me parler presque immédiatement, en y suivant le tracé des lettres, en y reconnaissant les racines des abréviations apprises sous leur forme latine à l'école, et d'autres ont fait mieux dans les écritures cyrilliques, ou d'autres encore. L'expansion des horizons paléographiques après l'école est l'occasion de mesurer l'efficacité de la méthode, souvent sous l'effet des sollicitations les plus inattendues. Tous les archivistes paléographes sont constamment sollicités pour leur savoir. Nous avons tous un vieil oncle généalogiste qui, à chaque fête de famille, tire de sa poche une mauvaise photocopie d'un ancien registre paroissial. Et pour un professeur de paléographie estampillé, membre d'une espèce peu nombreuse, en ces temps où l'Internet vous expose aux moindres mots-clés, il faut le dire, les demandes sont presque quotidiennes. Sans compter les questions plus classiques de collègues philologues ou historiens, les demandes de lecture ou d'expertise vont, ce ne sont que quelques exemples, du bijou médiéval inscrit au graffiti de Berger du XVIIIe siècle, au démasquage d'un bibliophile faussaire du XIXe siècle, voire aux fragments de manuscrits en écriture ouïghour, photographiés dessus-dessous, pour vous demander ce que ça peut bien être. L'inattendu frappe donc à la porte tous les jours. C'est parfois déroutant, mais toujours instructif. Et parfois l'occasion d'aller plus loin, notamment en épigraphie, qui est un sujet récurrent, alors qu'il n'est à peu près ou pas ou plus abordé dans les cours de l'école. C'est ce qui récemment m'a amené à intervenir, par exemple, dans la restauration de panneaux de primitifs flamands ou de peintures murales, ou à témoigner prochainement devant la Cour suprême de New York sur un document mis en cause dans la provenance d'un tableau, sans doute spolié pendant la dernière guerre. Et dans ce cas, il faut le souligner, ce n'est pas à moi que la partie intéressée s'est adressée, mais bien à l'école. Elle s'est adressée au secrétariat de l'école. Et donc on voit l'aura de l'école dans cette invitation. De la même façon, nombre d'archivistes départementaux ont longtemps été experts auprès des tribunaux, et je ne reviens pas sur l'affaire Dreyfus, ni sur l'affaire Grégory, où quelques experts chartistes ont été plus en vue que d'habitude. Enfin, les curiosités propres de chacun peuvent mener bien au-delà des limites chronologiques ou géographiques des cours. Et si Perra regardait vers l'amont, je regarde actuellement plutôt vers l'aval, par l'étude des modèles d'enseignement donc, que j'ai évoqués tout à l'heure, de l'écriture à l'époque moderne jusqu'au XIXe siècle, cela pour tracer des lignes de repère typologiques et génétiques dans le foisonnement apparemment anarchique des écritures de ces siècles telles qu'elles nous tombaient dessus dans les cours d'Emmanuel Poul.
Et l'orientation actuelle des études, donc dans de nombreux domaines, ouvre, il faut le dire, des perspectives nouvelles et passionnantes, où la paléographie latine a un rôle essentiel à jouer par rapport à d'autres paléographies, en particulier par la dissémination, comme on dit aujourd'hui, de ces modèles d'interprétation du fait graphique. J'ai pu mesurer l'intérêt que ce type d'explication rencontré tour à tour chez une spécialiste du nabatéen, chez une jeune typographe en train de dessiner une police pour les lamites, voire chez des étudiants contemporanéistes qui commencent à peiner à lire les écritures du 19e, voire du 20e siècle. Et au-delà du ductus même, il n'y a pas de raison d'interrompre l'histoire des formes de la naissance, l'histoire des formes de l'écriture, je veux dire à la naissance de la typographie. Et l'école, on le sait, assure désormais aussi bien une formation continue sur l'histoire et les enjeux actuels de la typographie jusqu'au numérique. Enfin, la reconfiguration des institutions et nos liens désormais renforcés avec l'école pratique comme avec d'autres établissements qui cultivent les écritures et les langues rares au sein de Paris Sciences et Lettres, donc ouvrent des perspectives interdisciplinaires tout à fait inédites, tout particulièrement au sein de l'initiative Scripta PSL, et je crois que nous avons autant à y gagner qu'à y contribuer, notamment donc dans le développement des perspectives sociales ou anthropologiques appliquées à l'écriture, dont il a été relativement peu question jusqu'ici à l'école. C'est un des charmes de la paléographie, n'est-ce pas, qu'elle peut devenir, selon les occasions, un vagabondage dans ce champ immense, labouré par des travailleurs toujours trop peu nombreux, et où l'imprévu est au détour de chaque manuscrit. Et le vagabondage, c'est ainsi que deux des plus grands paléographes, Jean Malon et aussi Armando Petrucci, qu'il faut citer même à la dernière ligne, ont décrit leur carrière, et c'est ainsi, j'espère aussi, que tous les jeunes archivistes paléographes que nous formons verront les potentialités que cette connaissance leur ouvre. Merci. Merci beaucoup, cher Marc, pour ce survol. Oui, évidemment, donc Ductus, qui a donné lieu à la seule critique cinématographique jamais publiée dans la bibliothèque de l'école des Chartes, sous la plume d'Emmanuel Poul. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et donc, critique que j'avais eu l'occasion justement de lire et de commenter à l'occasion d'une des conférences du bicentenaire là, de l'école. Voilà, tout à fait. Le film est passionnant en ses liens et ses articulations avec certains films d'animation réalisés à l'Office national du film du Canada à la même époque. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Et la musique est écrite par le bruiteur des Shadocks. Oui, non, mais il y a vraiment une dimension totalement expérimentale qui est vraiment assez passionnante. Oui, tout à fait. Donc merci beaucoup. Je propose que nous prenions des questions de manière commune après la seconde intervention de cette première session.